Messieurs et mesdames, gentilshommes et roturiers de tout genre, bienvenue dans le royaume d'entre-rôlistes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de rôle culte, d'un jeu de rôle des récits arthuriens et des légendes d'Excalibur. Nous allons parler de Pendragon, le coffret découverte qui sort chez Studio Dead Crow, coffret du jeu de rôle culte de Greg Stafford qui arrive dans sa 6e version, si je ne dis pas de bêtises. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne en activant la cloche, extrêmement important pour nous soutenir. Le pouce bleu aussi, parce que l'algorithme YouTube est complètement flingué en ce moment. Et puis, si vous voulez rejoindre notre magnifique table ronde rôlistique, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, et si vous voulez nous soutenir, on a également un Tipeee. Tout ça, c'est en description, en bas de cette vidéo. Allez, on se plonge dans les récits arthuriens. Allons rendre visite à cette dame du lac. Ouvrons ce coffret. Donc Pendragon, le coffret découverte, comment il se présente? Il se présente sous cette magnifique boîte assez fine au final, où on a une magnifique illustration qui donne un ton directement au jeu de rôle. On a une illustration qui est extrêmement old school, je trouve. Elle est vraiment incroyable, elle met dans l'ambiance tout de suite. Je trouve ça extrêmement chouette avec ce roi Arthur qui pointe son Excalibur dans la mêlée avec un dragon derrière, parce que oui, on est dans un univers légendaire, il y aura des créatures de légende, etc. C'est le Studio Dead Crow qui fait ça, c'est chez Chaosium évidemment. Sur les côtés, nous avons des illustrations qui seront très jolies, avec des petites lettres toutes bien jolies. Et derrière, le contenu de la boîte, une bout de la carte que l'on verra un peu plus tard, vous allez voir, la carte est incroyable, vraiment. Et tout ça, ça coûte 45 €. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, et puis si le contenu est bon, on fera une partie spoiler pour parler un petit peu des scénarios, vous verrez tout à l'heure. Hop, si on enlève la première, on ouvre cette boîte, pardon, on a à l'intérieur 3 ouvrages. Donc le premier qui s'appelle L'aventure de l'épée dans la pierre, on verra un peu plus tard de quoi il s'agit. Nous avons ensuite le livre 2, Un royaume de légende, et nous avons ensuite le livre 3, La campagne de l'épée. Une fois qu'on aura ces 3 ouvrages qui sont le cœur du coffret de découverte, nous avons ensuite cette immense et magnifique carte, alors que je vais sûrement galérer à ouvrir et à vous montrer correctement, mais on va essayer quand même. Nous avons cette magnifique carte du royaume de Bretagne sous Arthur Pendragon. C'est quoi? Je vais la montrer en facecam, ce sera peut-être plus simple. Hop, cette magnifique carte, comme vous la voyez, alors elle est extrêmement grande, donc c'est très compliqué de vous la montrer. Elle est extrêmement détaillée, elle est juste sublime, sincèrement. C'est un travail d'orfèvre qui a été fait sur cette map. Elle va d'ailleurs finir sous cadre, sous mon mur, pour être précis, parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle est incroyable cette map. Ensuite nous avons un magnifique écran qui pareil va vous mettre directement dans l'ambiance. Hop, je mets en facecam encore une fois. Nous avons évidemment sur cette partie là un Arthur qui va retirer une épée d'un rocher sous les yeux du chevalier de la cour. Et enfin nous avons tous les écussons des différents chevaliers pré-tirés que nous verrons ensuite. Et puis au dos, si je reviens sur la caméra zénitale, nous avons tous les supports de règles pour pouvoir jouer à Pendragon, qui est un système de règles un peu particulier. Donc les listes des compétences, les listes des traits, les listes d'actions, les listes de passion. Nous avons également pour les combats les tables de résolution de rencontres, les tables d'échecs critiques, etc. Les résultats des tests de traits. Et puis sur la dernière partie, nous avons les armes, les chevaux de combat et les chevaux de monte et de combat et de bas. Voilà, on a tout ça pour jouer, on est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a derrière? Les pré-tirés. Alors chaque pré-tiré aura encore une fois, il y en a 8 dans la boîte, ce qui est quand même assez énorme. Chaque pré-tiré aura son petit dossier, sa petite fiche comme ça, avec au dos l'illustration du chevalier. Alors je trouve les illustrations vraiment dans le ton, elles sont extrêmement chouettes ces illustrations. Et nous avons ensuite sa fiche de personnage avec 2 volets ouvrants, donc tout d'abord son écusson. Là on est dans l'explication de son écusson, la devise, pour Dieu et Saint-Georges. Trop bien. Nous avons son âge, nous avons sa culture, sa religion, son pays natal, nous avons les traits distinctifs, il a une mâchoire carrée, une expression hautaine, les caractéristiques familiales, donc lui il est plutôt bien instruit, ce que je vais faire c'est que je vais mettre la boîte ici, simple. Hop là, donc lui il est plutôt bien instruit pour un chevalier. Hein. Un petit détail sur qui il est. Pourquoi le choisir? Ça je trouve ça cool pour les joueurs en fait, on va nous expliquer pourquoi choisir ce personnage là. Et pas un autre. On le choisit par exemple celui-ci si on veut jouer un chevalier qui a la pure représentation des idéaux de sa classe et qui suivra avec ferveur les principes de la chevalerie. Ensuite nous avons un historique et événement, donc sur les années en cours, hein, on détaillera un petit peu le système de Pendragon et le cœur du jeu un peu après quand on verra les règles, etc. Mais en tout cas nous avons par rapport aux dates, les gloires qui étaient gagnées, les éléments importants de la vie du personnage.
Les événements de chevalier, donc la naissance en 489, il a été fait écuyer en 503, il a été adoubé en 508, et après il peut recevoir les terres, faire partie de la table ronde, être anobli ou être décédé à la fin, évidemment. Et ensuite la gloire passive par rapport aux idéaux, aux traits, aux passions, etc. On en parlera un peu plus tard également. Ensuite on peut ouvrir ce fichier. Et nous retrouvons à l'intérieur, tout simplement, donc la petite carte de caractéristiques de notre personnage, avec donc sa taille, sa dextérité, sa force, sa constitution et son attrait. Nous avons sa santé, nous avons ses attributs comme le mouvement, les points d'armure, donc tous ses dérivés, les points de vie et blessures, est-ce qu'il est affaibli ou non, les différentes blessures avec leur description, les dégâts d'aggravation, détérioration, on verra ça plus tard. Ensuite, nous avons notre seigneur, nous sommes un chevalier mercenaire pour l'instant, et nous avons ensuite nos compétences, les compétences de combat, notre cheval ou nos chevaux s'il y en a plusieurs, nos équipements, nos traits, nos passions, et notre écuyer si nous en avons un. Voilà, c'est ce qui va se passer pour tous les pré-tirés. Et nous avons dans ces pré-tirés donc Sir Clarion, nous avons Sir Everin, nous avons Dame Linel, nous avons Sir Avaloc qui a trop une bonne tête. Sincèrement, ce mec-là, c'est un mec qui fait du stoner metal et qui est devenu chevalier. On est d'accord. Nous avons Dame Tamura, parce que dans le jeu de rôle pour dragon, les dames peuvent devenir chevaliers. Point. Nous avons Cadwallon, nous avons Dame Quenilde, nous avons Sir Astérius. Donc nous avons 8 pré-tirés pour pouvoir jouer la mini-campagne, le gros scénario qu'il y a dans ce coffret de découverte. Et ensuite, nous avons plusieurs petits appendices. Donc un errata, c'est toujours un peu dommage, mais bon, au moins il est dans la boîte. Un errata sur le système de bataille de l'appendice B. Nous avons l'appendice A qui est un module pour les tournois qui va être utilisé dans le coffret évidemment. L'appendice B avec les modules de bataille, donc un petit livret de 4 pages qui nous explique comment on fait les batailles rangées, avec un système très précis, on ne rentrera peut-être pas dans le détail. Donc c'est là que l'errata va se mettre. Nous avons l'appendice C sur les déplacements. Ensuite, l'appendice D sur en visite dans une cour étrangère. Alors ça, si vous voulez faire jouer la boîte, c'est extrêmement important de le faire lire ça à vos joueurs, parce qu'au bout d'un moment, il faut comprendre les us et coutumes de l'époque. Et donc c'est 2 pages à lire, c'est pas la fin du monde. Et ça permettra aux joueurs de pouvoir jouer en termes de roleplay et d'intention de manière bonne et sereine. Et ensuite, nous avons toutes les cartes des ennemis de bataille qu'on va croiser, qui seront attirés suivant ce qui se passe pendant la bataille, tout simplement, avec au dos les caractéristiques, les statistiques et ce que ça vaut comme rançon si jamais on capture les gens. Car c'est les aléas de la vie de chevalier de se faire capturer et d'être rançonné. C'est normal. Allez, on remet tous ces documents dans la boîte, il y en a quand même beaucoup. Il y a de quoi faire. L'écran qui est vraiment très joli, et puis cette magnifique carte qui est sublime. Je ne sais pas si la vidéo ça rendra la qualité qu'elle a, mais sincèrement elle est incroyable. Et puis on va se pencher un petit peu sur ces ouvrages, donc le cœur de cette boîte de découverte, le coffret découverte. Et nous allons commencer par le premier, qui est l'aventure de l'épée de pierre. Alors c'est des ouvrages qui sont un peu papier journal, à chaque fois derrière on a un petit bout de la carte qu'on a en grand format, donc si vous voulez voir un petit peu le détail de la carte au final, vous l'avez ici, et vous voyez que voilà, la carte est immense, et c'est ce détail-là que vous aurez, et à chaque fois on a une partie différente, donc on a le nord sur le premier livre, la Cumbrie sur le deuxième, et sur le troisième, nous avons le pays de l'ogre, voilà. Donc vous voyez que la carte elle est immense, et elle est extrêmement détaillée, donc quand on la pose à table, c'est extrêmement plaisant. Allez, on remet les bouquins dans le bon ordre, et puis on va commencer le feuilletage. Alors, le livre 1, l'aventure de l'épée de pierre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'aventure de l'épée de pierre, c'est un scénario solo. Entre guillemets. En réalité, c'est un espèce de livre dont vous êtes le héros qui va permettre aux MJ, mais aussi aux joueurs, si jamais vous les faites jouer à vos joueurs, vous pouvez leur donner pour qu'ils le lisent et se faire une idée. C'est un scénario, donc un livre dont vous êtes le héros qui va vous permettre de vous familiariser avec les règles du jeu. C'est toujours très bien quand ils font ça, je trouve, c'est toujours intéressant. Et donc là, on va jouer un jeune page qui va se retrouver écuyer, qui va se retrouver accompagné des chevaliers lors d'une chasse tout d'abord, et puis qui va partir pour Londinium, donc une immense ville de Bretagne, où se tient un tournoi pour décider quel sera le prochain roi breton, qui va rassembler toutes les baronnies sous la même couronne. Ça permet vraiment de rentrer dans le ton, ça permet vraiment de comprendre les enjeux et le système de Pendragon. On détaillera un tout petit peu après dans le livre suivant. Après, c'est très drôle parce que c'est une aventure où on est
on est très au second plan. Nous ne sommes pas un chevalier, nous ne sommes pas un... Mais on va assister à des événements de premier plan, évidemment. Pour ceux qui savent, je vais pas spoiler. Oh mon dieu, ça spoil. C'est pas grave, c'est la quête solo. Évidemment, à la fin, Arthur va retirer l'épée du rocher. Mais c'est très drôle. Et notre premier test se fera sûrement quand on sera sur ce cheval d'arçon pour essayer de s'entraîner à la joute. Voilà, donc c'est très enfantin, c'est très drôle. On l'a fait en live, ça marche plutôt pas mal, même si c'est un peu verbeux par moment pour un live, mais ça marche très bien en termes d'ambiance, c'est très très chouette. Et pour le coup, donnez ça à vos joueurs, ça permet de se mettre dedans directement. On arrive ensuite sur le livre 2 qui est un royaume de légende. En gros, c'est les règles et l'environnement de Pendragon. Donc ici, on va retrouver toutes les règles. Donc on a déjà un aperçu en tout petit de la grande carte que nous avons en grand format. Ensuite, on nous apprend un petit peu comment fonctionnent les coutumes du royaume, le serment de chevalerie, les chevaliers. Il faut bien comprendre qu'on joue des chevaliers arthuriens. On ne joue pas des chevaliers de Donjons et Dragons. Donc ça va avec toute une panoplie de comportements à avoir en termes d'honneur, en termes d'hospitalité, en termes de courtoisie, en termes de travail de cour, en termes de... Voilà, c'est très important de comprendre que Pendragon ne se joue pas comme n'importe quel jeu où on joue des chevaliers ou des guerriers. Non, c'est pas le cas. Là, on joue des chevaliers arthuriens, donc on joue des chevaliers qui ont des valeurs très précises. Et le système de jeu est pensé pour ça, puisqu'on va s'appuyer sur des caractéristiques, mais également des traits et des passions, etc. Vous allez voir. Donc, déjà, comment se passe un jet? Bon, on verra plus tard. Donc, les traits et les passions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, on va prendre une fiche de personnage. Je vais ressortir une fiche de personnage. Comme ça, on l'aura sous la main et on va pouvoir voir un petit peu comment ça se joue et comment ça se passe. Hop. Alors, prenons la première fiche de personnage qui nous vient sous la main. Ça sera... Boum. Dame Gwynhilde. Hop. Alors, Dame Gwynhilde. On voit sur sa fiche de personnage qu'elle a donc... Ici, des compétences. D'accord? Elle a également des compétences de combat. Elle a également des caractéristiques. Ça, c'est plutôt clair. Mais la partie vraiment intéressante du système, je trouve, elle est ici. Nous avons ici des traits. Chaste et luxurieux, qui vont par paires, généralement. Des paires qui sont antinomiques. Hein, je veux dire, on ne peut pas être chaste et luxurieux. Et donc, en fait, on va avoir un équilibre entre ces deux parties. C'est-à-dire que si on est 16 en confiant, on sera forcément 4 en méfiant, puisque la somme doit faire 20, tout simplement. Donc quand on prend un +1 dans un trait, eh ben, ça va baisser de 1 le trait d'en face. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir prendre une décision par rapport à notre trait? C'est que si on est sous un certain seuil, par exemple si on est en dessous de 16, si on est au-dessus de 16 par exemple en fier, on va pas avoir le choix quand on va faire appel à notre fierté, il va falloir qu'on réponde. On n'aura pas le choix. Si on est en dessous de 16, on va pouvoir tester nos traits. Est-ce que je vais faire preuve de fierté ou est-ce que je vais faire preuve de modestie? Et dans ce cas-là, on va jeter le dé. On va tout simplement comparer le score. On va d'abord faire un test de fier et ensuite un test de modeste. Et celui qui le remportera sera le comportement que notre chevalier aura. Sachant que si le premier test est réussi, évidemment, on ne fera pas le deuxième. Donc il y a tout un enjeu à savoir qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez rééquilibrer vos tests pour avoir un petit peu la main sur votre personnage. Mais il est quand même lié par des... il est quand même lié par des comportements qui sont des comportements de l'époque, et notamment ceux qui sont en gris, qui sont des comportements chevaleresques, et qui sont extrêmement gris en gras, je veux dire, qui sont des comportements importants. Ensuite, nous avons des honneurs, et des passions, donc l'honneur, l'hommage, l'amour, la dévotion, le rang, l'hospitalité, qui sont également extrêmement importants pour les chevaliers de l'époque, et qui vont permettre d'avoir de l'inspiration, qui vont permettre de... En gros, c'est dans ces passions-là qu'on va piocher les forces de combat de notre personnage et ce qui va lui donner des bonus au jet, tout simplement. Et c'est important de jouer ça et de mettre ça en roleplay, c'est extrêmement important. Donc les traits du jeu, les tests de décision, c'est ce qu'on vient de voir, donc c'est quand on va faire un test pour savoir quel type de trait on va utiliser. La définition des traits, donc il nous explique un peu ce que veut dire chaque trait. Il parle d'eux-mêmes, il n'y a pas trop de soucis. Après, on a les niveaux de passion, hein, une passion inconnue entre 1 et 4, une passion exaltée si on a une valeur de 20 ou plus. Une passion exaltée, c'est un dévouement total qui prend le pas sur absolument tout le reste. C'est notre raison de vivre, on va dire. Pour utiliser les passions, comment on peut faire? On peut tout simplement les utiliser pour avoir des bonus, entre autres. Mais ça peut amener des crises, et les crises peuvent amener vers la folie, qui rendra notre personnage hors jeu pendant un petit moment. Donc
Donc on a vraiment un système de jeu qui se veut très axé sur les conflits de l'époque entre ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Donc il faut bien comprendre que l'honneur chevaleresque n'est pas un honneur comme nous on le voit. Je veux dire, si notre roi ou notre seigneur nous dit d'aller exterminer tous les habitants de ce village, même si on est censé défendre les peuples opprimés ou les pauvres ou les mendiants, etc., eh bien on va quand même aller exterminer tout ce village parce qu'on est au service de notre seigneur. L'honneur, la morale ne rentre pas en compte dans cette partie d'honneur. C'est un système vraiment très particulier, mais ça marche très bien. Ça donne vraiment envie de s'y projeter, de vivre ça permet aussi de vivre toutes ces batailles, toutes ces légendes et toutes ces histoires. C'est vraiment, vraiment très bien foutu. Donc nous avons ensuite l'honneur et la gloire. Donc l'honneur, ça va être l'intégrité et la décence du chevalier par rapport au contexte de l'époque et des légendes arthuriennes. Donc c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça va être les actions qu'on fait qui vont tracer notre honneur. La gloire, en contrepartie, ça va être tout ce qui va être pourquoi est-ce qu'on est connu. En gros, dès qu'on va faire quelque chose d'incroyable ou on va assister à un événement extraordinaire, on va gagner de la gloire. Et la gloire, en gros, une sorte de prestige. D'ailleurs, on a les récompenses de prestige qui arrivent derrière, où notre personnage est extrêmement connu. Plus un chevalier a de la gloire, plus il est connu. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, qu'il ait de l'honneur. Ça veut dire qu'il est connu. Un chevalier qui est un scélérat, on peut avoir beaucoup de gloire et en même temps ne pas être quelqu'un d'honorifique et quelqu'un de couard ou de traître ou de lâche. Ensuite, nous avons une partie sur le combat qu'on va pas résumer. Le but c'est pas de faire toutes les règles. Hein. Une partie sur le combat qui est pas le système de jeu le plus fluide du monde. Hein. Pendragon, on va être très clair là-dessus. Mais ça permet de simuler pas mal de choses et notamment des batailles rangées, notamment des tournois et des joutes, donc avec des adversaires multiples. Donc voilà, c'est plutôt adapté, même si c'est pas le système le plus équilibré du monde. Mais on fera avec, ce n'est pas grave, ce n'est pas là pour moi le cœur du jeu, même si on parle d'un jeu où on va jouer des chevaliers et on va se battre, évidemment. Et il y a un aspect stratégique qui est extrêmement important. Ensuite, nous avons un détail sur les quelques armes de mêlée, armes de lancer qu'on va croiser dans ce coffret de découverte. On explique un peu comment fonctionnent les différentes armures, comment fonctionnent les différents boucliers. Pareil, c'est important, il y a un côté... même si on parle de légende arthurienne, etc., il y a quand même un côté réaliste historique qui se veut. Ensuite, les chevaux de combat, les chevaux de monte et les armures de cheval. Et enfin, la santé, les blessures, comment ça marche. Pendragon peut être un jeu qui est extrêmement mortel. Il ne faut pas oublier qu'on peut se rendre. On a le droit de se rendre, de se faire rançonner, ça fait partie de la vie de chevalier. On n'est pas obligé de se battre à la mort quand on est chevalier. Et ensuite, les trésors, notamment les rançons, comme on en parlait. Et les phases d'hiver, puisque Pendragon est un jeu qui va se jouer sur des années et des années entières, en termes de immédiat, je veux dire. Et donc, chaque partie va être découpée. Une partie printemps, été, début d'automne, où on va partir à l'aventure, refaire des quêtes, résoudre des choses. Et une phase d'hiver, où il y en aura peut-être plus le moment où on va compter son expérience, s'entraîner, augmenter, décompter sa gloire, prendre sa récompense de prestige. Et puis c'est aussi là qu'on va développer un peu tout l'aspect romantique, etc. et intrigue de cours de nos personnages et de notre univers. On arrive enfin sur le 3e livre qui est la campagne de l'épée. C'est donc la campagne d'initiation. Alors, campagne, c'est 3 scénarios qui se suivent, qui permettent de découvrir l'univers, de faire rentrer les mécaniques progressivement à vos joueurs, pour pouvoir après se lancer dans du Pendragon si on a envie d'y jouer. Et clairement, cette campagne risque de vous faire envie. Mais on va attaquer tout de suite, avant d'ouvrir ce bouquin, la partie spoiler. Hop là, le petit icône spoiler est arrivé. On peut se lancer dedans, on ouvre. Alors, ces campagnes, de quoi elles parlent ? Eh bien, si le scénario solo qu'on a vu tout à l'heure était un moyen de mettre le pied à l'étrier, au sens propre du terme, puisqu'on passait d'un écuyer à un page et qu'on allait accompagner notre seigneur à un tournoi et que ce chevalier on allait peut-être même nous-mêmes aider Arthur à retirer l'épée du rocher. Et bien là, on part du même postulat. On est dans cette ville de Londres. On est en train de participer à un tournoi qui va désigner le prochain roi de Bretagne. Évidemment, le tournoi va être arrêté en plein milieu puisque un enfant, un très jeune personnage, Arthur, a retiré l'épée du rocher. Donc c'est lui le nouveau roi. C'est lui le roi. Malheureusement, tout le monde ne va pas être de cet avis, puisque notamment le roi de Lot n'acceptera pas le fait qu'Arthur soit roi, puisqu'il est hors de question qu'il soit
le serviteur ou le vassal d'un roi imberbe, comme il le dit lui-même. Donc les personnages vont pouvoir être là. Alors il faut être au courant que quand on joue à Pendragon, et notamment dans ce scénario-là, mais également dans les scénarios officiels de manière générale, il y a plein de moments où les joueurs vont être un peu spectateurs de ce qui va se passer. Est-ce que c'est dérangeant? Non, ça permet d'installer une ambiance. Je veux dire, par exemple, dans cette campagne, on aura le couronnement d'Arthur. Les joueurs n'ont rien à y faire concrètement. Ils vont y gagner de la gloire pour avoir été présents, savoir où est-ce qu'ils vont être placés dans la salle, etc. Mais après, la cérémonie en tant que telle, eux, ils n'ont pas à intervenir pendant ce temps-là. Il y a pas mal de passages comme ça. Donc, il faut bien prévenir les joueurs du style de jeu que c'est. On peut avoir un moment aussi, des fois, l'impression que on n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe en tant que joueur. Et c'est un peu le cas. On vit des événements qui, là, dans ce coffret de découverte, sont un peu plus grands que le chevalier de base, même s'ils vont avoir un rôle à jouer. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire se déroulera toujours de la même manière. Ils n'ont pas vraiment d'impact sur la campagne. Est-ce que c'est dérangeant? C'est un coffret de découverte, c'est pas très dérangeant. C'est expliqué que c'est un choix pour le coffret de découverte. Donc on verra après. Il y a une grande campagne qui est prévue sur la sortie des ouvrages. On verra ce qu'elle donnera sur l'impact des joueurs sur le monde. En tout cas, là, les joueurs n'auront pas d'impact sur le monde, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent dans leur quête. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment pour faire découvrir un peu l'état d'esprit dans lequel on joue à Pendragon, comment ça fonctionne, et puis quel type d'aventure on va être amené à faire, même si on ne voit pas tout dans ce coffret, loin de là. Donc, comme je disais, on participe au tournoi, le tournoi va être arrêté parce qu'il y a un jeune garçon qui a retiré l'épée, le roi Lot n'est pas d'accord. Donc nous, suivant les jets qu'on a fait, les décisions que les joueurs ont pris, ils vont être soit aux premières loges, et donc ils vont pouvoir défendre Arthur contre le roi Lot, soit ils vont être un peu derrière dans la mêlée, ils pourront pas faire grand chose. Quoi qu'il en soit, le roi Lot va finir par repartir chassé par les chevaliers du roi Arthur, et puis l'épée d'Arthur, qui n'est pas Excalibur, attention, c'est Clarente, c'est l'épée de paix. Excalibur, c'est pas Excalibur qui est dans le rocher, contrairement à ce que certains pensent. Va être exposée pour que tout le monde puisse aller la voir. Nous, on va être par partie des gardes chevaliers qui vont être là pour défendre cette épée au cas où quelqu'un veuille la prendre. Tout le monde s'imagine que personne ne la prendra. Évidemment, il y a des Pictes qui vont attaquer. Pictes qui sont à la botte du roi Lot. Et puis, il va falloir que le roi aille combattre. Il va nous emmener avec nous. Donc, on va avoir une première scène de voyage. On a toujours le petit tracé sur la carte ici. Je trouve ça chouette, parce qu'on peut la reporter à table pour les joueurs. On va avoir la grande bataille de Clarion, dans laquelle on peut être équipé. Je trouve les dessins assez inégaux, il y en a qui sont exceptionnels, la plupart sont exceptionnels, et puis il y a ces genres de trucs-là que je trouve très laids. Mais question personnelle. Donc là, on va découvrir comment fonctionnent les batailles, comment s'organisent les armées, comment fonctionne le système de morale, d'intensité, etc. C'est bien quand on voit des dessins, mais c'est bien quand on laisse le texte apparaître. Là, par contre, on ne voit pas. Et c'est dommage qu'en plus, c'est un bonus. Donc, c'est compliqué. Je crois que c'est un -5 + 5, mais c'est difficile à lire. Donc, on va finir par réussir à faire fuir Lot une première fois avec ses troupes, en aidant Arthur à se défendre. On va gagner de la gloire, on va gagner du prestige, etc. etc. Un an va se passer, puisqu'évidemment, il y a 3 scénarios, donc ils sont forcément... On va jouer un scénario par an. L'aventure de la forêt du cerf d'argent. Donc là, c'est le roi Arthur qui nous envoie en mission. Pour essayer d'avoir le plus de soutien militaire possible. Donc il va nous envoyer voir différents seigneurs avec des cadeaux pour pouvoir les convaincre de rejoindre les armées du roi Arthur pour affronter le roi Lot. Problème, c'est que un des premiers personnages qu'on va croiser va nous confisquer les cadeaux et nous dire non les gars, vos cadeaux ils sont pourris, rentrez plutôt chez vous. Donc on est d'accord, c'est pas un mec sympa, mais au bout d'un moment, tant pis. On va finir par aller voir tout le monde, on va finir par croiser des druides notamment qui vont nous permettre qui vont venir nous aider, et on va finir avec encore une fois une grande bataille pour voir tout ce qui va se passer. Et puis on arrive à la 3e aventure. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la 2e aventure, déjà que vous réussissiez ou pas à aller voir tout le monde, quoi qu'il arrive, la bataille sera gagnée par Arthur. C'est pas vous qui décidez en fait. C'est vous qui allez voir si vous amenez du monde, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant la bataille, tout ça. Mais la bataille sera gagnée par Arthur. Arthur va pas mourir sur le champ de bataille parce qu'il y avait 2 chevaliers qui étaient les tocards. Et ensuite, nous avons l'aventure de l'épée brisée. Alors là, pour le coup, je comprends pas. Ils ont fait 3 scénarios. Le dernier, il fait 2 pages. C'est assez étrange, même si c'est dommage parce qu'il aurait pu être beaucoup plus développé, parce qu'il est vraiment extrêmement chouette, celui-ci. Donc on avait un premier qui était une mise en place de Arthur, un deuxième qui était une exploration un peu des terres proches, de comment on se déplace de royaume, enfin de baronnie en baronnie, pour aller voir un peu comment on est accueilli, comment on doit se comporter, etc. Et là, on arrive sur une aventure un peu plus classique, on va dire, où on a un espèce de chevalier fou,
Sir Pellinor, qui est extrêmement fort. Si vos joueurs veulent l'affronter, ils peuvent mourir. Ils vont vite comprendre que le système est extrêmement punitif quand on affronte quelqu'un quand les forces sont déséquilibrées. Et en fait, tout ça va nous amener à lever la malédiction qui pèse sur ce pauvre chevalier, et une barque, un lac, un Merlin, un Arthur, une épée qui sort, et voilà, Excalibur est là. On terminera donc là-dessus sur l'avènement d'Arthur et sa prise d'Excalibur. Donc on est dans le vif du sujet, on est sur les premières années du roi Arthur qui essaie d'instaurer une nouvelle pensée, un nouveau mode de vie en Bretagne. Donc voilà pour ce qui concerne la campagne. Maintenant on passe à la critique. Alors, Pendragon, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, Pendragon, j'ai beaucoup aimé cette boîte, mais je l'ai aimé pour des raisons très différentes, et il y a quand même quelques défauts qui me chiffonnent. Donc tout d'abord, le contenu de la boîte, je trouve, est très joli, vraiment. Je trouve que la plupart des illustrations sont vraiment chouettes, même s'il y en a quelques-unes qui sont un peu moins inspirées et qui ont un style un peu particulier, je trouve. On a cette magnifique carte, sincèrement, enfin, la boîte coûte 40 balles, je crois, ou 45 balles. La carte à elle seule, elle en vaut 30, quoi. Moi, tu me proposes ça à 30 balles, je la prends. La carte est vraiment, vraiment dingue. Après, on a 3 bouquins qui sont très chouettes, avec cette partie solo qui met bien dans l'ambiance, qui va bien nous faire comprendre comment ça va se jouer, et quels sont les enjeux, et comment on doit se comporter, et comment, voilà. C'est important que tout le monde à Twab soit d'accord, hein, on peut pas jouer le gros bourru du coin, ça marche pas comme ça, on est des chevaliers. Les chevaliers arthuriens, il y a un honneur, il y a un savoir-vivre, une bienséance à tenir, c'est important. Ce qui me plaît moins dans le jeu, c'est une partie du système. Autant j'aime beaucoup l'aspect très passion, inspiration, morale, intensité des combats, etc. Autant l'aspect purement technique du jeu, j'ai un peu plus de mal. Les batailles, je trouve que c'est extrêmement confus ce qui s'y passe. Mais après, c'est peut-être confus, au Moyen-Âge, quand on se battait à coups de 50 chevaux qui font sur 50 chevaux. Mais du coup, ça aurait pu être amélioré. Après, est-ce que ça me donne envie d'y jouer ? Oui, absolument. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, j'ai envie de jouer à des aventures arthuriennes. Parce que c'est trop cool, en fait. Et le gros problème de Pendragon, c'est que la force de Pendragon, c'est son contexte. Et le contexte de Pendragon, il est trop cool, mais il peut être adapté à n'importe quel jeu, au final. Alors, il y a quand même je dis pas que le jeu est mauvais en termes de règles, c'est pas ce que je dis. Les règles de trait, de passion, etc. sont excellents, et représentent bien les dilemmes moraux et les obligations qui pèsent sur ces chevaliers. Mais c'est plutôt le système de combat, moi, qui me satisfait moins. Je trouve pas très fluide, je trouve un peu tout fouillis. En dehors de ça, c'est un jeu qui donne vraiment envie de s'y plonger. On lit la campagne, on a envie de la faire jouer, et puis on revoit tous ces récits arthuriens qu'on a, et on veut amener nos joueurs à avoir une table ronde, et puis à partir en aventure, et à développer toute la vie d'un chevalier, de son passage, de son anoblissement à son décès. Et ça donne vraiment envie d'avoir ces campagnes au long cours où on va jouer pendant 40, 50 ans. Alors 50 ans peut-être pas, parce que s'il est chevalier, s'il est encore vivant à 50 ans, c'est un miracle. Mais voilà, de jouer ça au long cours, peut-être même de partir d'écuyer et de les faire devenir chevaliers. Enfin voilà, ça donne vraiment envie de se projeter dans les légendes arthuriennes, et ça c'est une vraie réussite pour le coup. C'est une vraie réussite. Donc en dehors du système de combat qui moi me chafouine un petit peu, le reste c'est vraiment excellent. Je trouve le design des fiches de perso trop bien. En fait, je trouve tout ce qui est esthétique et tout ce qui met dans l'ambiance, je trouve que c'est extrêmement réussi. Donc j'ai hâte de voir les ouvrages finaux, ce que ça va donner, notamment la grande campagne, notamment les couvertures de Loïc Musy. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner, parce que quand on les voit comme ça, elles sont très jolies, et sur un bouquin, à mon avis, elles vont être vraiment sublimes. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Ça arrivera quand ça arrivera, je ne sais pas quand ils ont prévu de livrer sur les crocs. Mais en tout cas, ce coffret de découverte, il est vraiment très bien. Alors on n'est pas comme d'habitude avec plein d'aide de jeux, etc. On a une fiche de perso, une grande carte. Mais le contenu des bouquins est quand même sacrément dense. On voit tous les aspects du jeu, et c'est un jeu qui est très dense en termes de mécanique, il faut bien le comprendre. On n'est pas sur un jeu narratif où il y a une demi-page de règles, on est sur des batailles rangées, on est sur des règles de joute, on est sur... Voilà, il y a beaucoup de choses, et c'est très dense, et on a de quoi jouer pendant un moment, et on a de quoi jouer avec cette boîte d'initiation. On a 8 pré-tirés, on n'a pas la création de personnages, évidemment, ça arrivera dans le livre de base, mais on a de quoi jouer pendant un moment si on veut garder ses pré-tirés et continuer les histoires. On a de quoi jouer pendant un sacré moment. Donc je trouve que c'est une super boîte d'initiation, sincèrement. Je suis loin d'être déçu.
Le système, je savais que le système de Pendragon, de toute façon, il y a des choses qui me plairaient pas. Je le savais, j'ai déjà joué à Pendragon par le passé. Ça n'empêche pas que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. On peut avoir un petit défaut dans un jeu et en même temps être un jeu très très bon. Et moi, je trouve que Pendragon est un jeu vraiment vraiment très très bon. Donc voilà, je ferai la critique des autres ouvrages quand ils arriveront. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez le jouer ou pas. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne